Pour Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest, février 2021 marque le commencement d'une série d'entrevues et de rencontres sur le numérique, mais pas que. Nous vous proposons aujourd'hui une discussion avec Geoffrey Le Kilcher, auteur de La Pierre jaune aux éditions de la Goutte d'Or, fiction d'anticipation qui se déroule à Saint-Gildas-du-Ruisse dans le golfe du Morbihan. Geoffrey, certains d'entre vous le connaissent déjà, à travers son enquête en immersion publiée sous le titre Steak Machine sur la vie des travailleurs dans les abattoirs en Bretagne. Cette fois, ce n'est pas un journaliste mais un romancier qui nous fait le plaisir de répondre aux questions de la cantine numérique brestoise. Cet échange ne se concentre pas sur le sujet de la catastrophe nucléaire qui dessine la toile de fond du livre, mais sur le style et le travail créatif de l'auteur, ainsi que sur l'évolution du monde et des personnages qui animent cette histoire post-apocalyptique. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Geoffrey. Salut. Alors, tu viens ici nous présenter ton nouveau livre, hein, un roman, La Pierre jaune, hein, qui fait suite en fait à ce que tu avais produit auparavant, qui était lui ici un travail de journaliste, hein, Steak Machine, hein, qui avait bien marché et qui avait été assez intéressant avec une particularité dans la manière dont tu diriges en fait tes enquêtes journalistiques, hein. Et du coup ici t'as déplacé un peu ton travail, hein, pour quelque chose avec une nouvelle forme de créativité. Et est-ce que c'est quelque chose qui va de soi? C'est quelque chose qui manque quand on est journaliste et qui appelle? Ou est-ce que tu penses, quelque chose plus que tu attendais depuis longtemps et que tu cherchais Je pense que ça dépend vraiment des projets en fait, je dirais. Il y a des projets où tu peux rencontrer une forme narrative qui leur va. La Steak Machine, c'était une infiltration dans un abattoir et ça permettait de s'intéresser à la condition à la fois des ouvriers et aussi animale dans les abattoirs. Sans comment dire rentrer dans quelque chose d'austère. Voilà, il y a l'infiltration qui fait partie, on va dire, de ce que tu suis dans la narration, même si tout est vrai et que c'est de la non-fiction. Mais là, pour La Pierre jaune, c'était différent. C'était vraiment la volonté de trouver un moyen encore plus fort pour raconter quelque chose, c'est-à-dire, et la fiction, voilà, c'est plus puissant. On peut entrer soit dans un monde, soit dans un univers, soit dans une réalité de façon plus forte par une fiction, en déplaçant finalement un peu le sujet dont on veut Hmm. parler. Là, en l'occurrence, moi, c'est parti d'une hypothèse réaliste d'un type d'attentat qui pourrait donner en France l'équivalent de cette fois de Tchernobyl. Et en fait, ça m'avait paru tellement absurde comme réalité, comme hypothèse réaliste, que je m'étais dit que la fiction permettait beaucoup plus de se rendre compte, de vivre cette expérience, plutôt que de rester dans du chiffre, dans de l'analyse, etc. Puis ça faisait longtemps en plus, j'étais attiré par la fiction. D'accord. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est bien un roman d'anticipation. On est en 2024. Macron est président. Il était réélu, ouais. Désolé. Mais bon, si on ne trouvera pas un manuel de physique nucléaire ou le tutoriel du survivaliste, etc. Mais ça s'inscrit en fait, le schéma en fait s'inscrit dans cet événement-là qui va du coup provoquer les modifications. Mais c'est pas forcément c'est ce qui va donner l'impulsion. Mais au départ, en tout cas dans le fond, c'est vraiment moi je dirais un roman de rédemption. De rédemption, dans quel sens Donc on a un personnage central qui est à la fois le narrateur, hein, Jack, hein, et qui va progressivement en fait se transformer au fur et à mesure. C'est vrai. Ah oui, tu veux dire le chemin que fait ce personnage. Oui, parce qu'en fait, l'idée c'est que voilà, lui il fait partie d'une unité de la police à Londres, londonienne, qui est secrète et qui a existé et qui a été créée pour surveiller les activistes en tout genre. Mais comment dire, en fait en 68, en gros le gouvernement a été un peu énervé de ne pas avoir prévu le grand mouvement social qu'il y a eu. Et en Angleterre, ils ont décidé de créer ces flics infiltrés qui vont chez des anarchistes, des écolos, chez des supporters de foot, chez des mecs d'extrême droite, enfin chez plein de gens, chez des groupes politiques on va dire, et politisés, et ils s'infiltrent. Sauf qu'en fait, personne n'est au courant de cette unité secrète, tout le monde l'a un peu oublié, elle a continué, et en fait on avait des policiers qui pendant 7, 10 ans restaient infiltrés dans un même milieu, parfois avaient des enfants avec des femmes qui surveillaient, parce que c'était exclusivement des hommes, ces agents. Et donc quand ça a éclaté,
à travers Mark Kennedy, justement, dont je me suis inspiré pour mon personnage principal. En fait, ça a créé un scandale énorme parce que plein de femmes au Royaume-Uni, à juste titre, se sentaient violées, quoi. Leur compagnon, en fait, était quelqu'un qui avait utilisé des informations en plus contre elles, Ouais. confidentielles, sur leur vie privée, pour gagner leur affection. C'est Et vraiment horrible, pour quoi. tisser un mensonge, un univers de mensonges hein, dans lequel elles étaient coincées et sous Exactement. emprise. Hein. Exactement, et du coup, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que, en fait, moi, à la base, je voulais, quand j'ai commencé à enquêter sur le nucléaire en tant que journaliste, j'ai eu un tropisme, c'était les catastrophes. J'ai beaucoup étudié les catastrophes, j'ai étudié Tchernobyl, j'ai étudié Hiroshima, comment dire, et Nagasaki, et aussi Fukushima. Et en fait, et d'autres, mais disons, les grandes, c'est les plus grandes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que peu importe que l'origine finalement soit militaire, comme à Hiroshima, ou accidentelle, comme à Tchernobyl, ou d'origine d'une catastrophe naturelle, comme à Fukushima, un tremblement de terre, un tsunami, plus des erreurs humaines, en fait, à la fin, quand il y a une catastrophe nucléaire, quelle que soit son origine, reste le vécu, c'est-à-dire ce que les gens qui vivaient dans des zones gigantesques, parfois des pays ou des zones de la taille d'un pays à évacuer, comme en Biélorussie après Tchernobyl. Et en fait, on s'aperçoit que quand on lit ces récits-là, il y a des récits incroyables qui ont été faits ces post-catastrophes. En fait, il y a des gens qui décident de rester vivre dans ces zones. Et en fait, là, je me suis dit, voilà, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la partie dans le nucléaire où il n'y a plus de pro-nucléaire, d'anti-nucléaire. Souvent, les débats sont résumés de façon grossière à ça. Et il y a vraiment des gens confrontés à un vécu très concret. Et là, on peut saisir le nucléaire quelque part dans ses conséquences. Voilà, ça touche des gens très différents et en plus des gens qui restent vivre là. Donc je me suis dit, voilà, ça permet de se rendre compte de ce qui se passe. Et comme dans toute cette documentation, on a accès au genre de profils qui peuvent rester, c'est vraiment très variable. Hein, du côté de l'Ukraine ou de la Biélorussie, des gens qui voulaient mourir là où ils étaient nés. Oui. Et où même on découvre que des gens qui avaient fui un génocide en Afrique certains étaient venus s'installer dans ces zones où ils voulaient juste être tranquilles. Il y a vraiment de tout, quoi. Et donc voilà, ça m'a intéressé, quoi. Et donc on suit ensuite Jack qui va infiltrer une communauté Anar dans le golfe du Morbihan, on lui dit la pierre jaune, hein, qui est du coup, comme tu l'expliques, un lieu extrêmement investi en fait, par cette communauté-là, une communauté très hétérogène, hein, dans laquelle il va y avoir de très nombreux profils. Hein. Et donc à chaque fois, en fait, c'est une des choses que tu montres, c'est comment chacun de ces profils, en fait, veut rester pour des raisons différentes. Soit par attachement, soit parce que les autres restent et du coup on suit le mouvement. Voilà. Après, ton Jack, il les regarde un peu comme des ados attardés, il les énerve, etc. Et quelque part, il a peu de temps. Au départ, il pense rester là très peu de temps. Et on a l'impression qu'il voudrait bien s'en débarrasser et quelque part rater sa mission en disant se faire jeter par la communauté. Et finalement, c'est l'événement lui-même qui va l'obliger à rester, qui va concentrer ça. Du coup, on a bien enfin en tout cas moi dans ma lecture, j'ai bien retrouvé ça en fait, ces différentes formes de raisons en fait de rester là où on ne devrait pas rester. Sachant qu'il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un de la communauté, Eva, qui leur dit vous êtes tarés, et genre Ouais. ça va être radioactif, qu'est-ce que vous voulez rester là, ça n'a pas de sens, voilà. Même parmi eux, mais bon, c'est minoritaire, ils décident majoritairement de rester. Voilà. Alors ça se passe pas très bien, mais voilà, ça dure. Et il y a des points qui sont assez intéressants. C'est finalement que ça va complètement redessiner la géographie du lieu. C'est-à-dire que les maisons sont toujours là, les rues sont toujours au même endroit, elles n'ont pas bougé, mais on voit les acteurs de ton roman en fait qui redécouvrent hein, leur lieu de vie, qui les recomposent, avec des limites, parce qu'il y a des barrages de police, et finalement des zones dans lesquelles ils ne seraient jamais passés, ou devant lesquelles ils seraient passés, deviennent en fait de nouveaux lieux de vie, et donc ça recompose complètement le paysage, la géographie. Ouais, c'est exact, c'est exactement ça, parce qu'en fait, ce qui est fascinant avec ce qui se passe quand on entre dans une zone contaminée, irradiée par une catastrophe nucléaire, c'est qu'en fait, toutes les lois physiques presque qui régissent notre monde habituel, bah, elles ont un peu changé, quoi. On ne peut plus boire l'eau du robinet, on ne peut plus boire l'eau qui tombe du ciel, enfin,
ça dépend des moments, ça dépend où on est exactement. On peut plus manger une carotte qui a poussé là. Et donc, du coup, eux, ils se rendent compte très vite que la condition de leur survie, ne serait-ce que pour juste manger et boire, c'est de cambrioler les maisons qui ont été abandonnées. En fait, ils s'aperçoivent qu'il y a une logique qui est très simple, c'est que... Oui, il commence par des supermarchés. Alors, au début, tout le monde commence par les supermarchés, mais très vite, effectivement, les supermarchés ont été pillés, certains brûlés. Et donc, du coup, ils se rendent compte que les seuls aliments et la seule eau qui est consommable, c'est celle qui a été protégée de la catastrophe. Et qu'est-ce qui est protégé de la catastrophe? C'est les boîtes de conserve. En fait, c'est ceux qui sont sous vide et à l'intérieur souvent d'une maison. Parce qu'évidemment, une boîte de conserve qui a subi une pluie acide, c'est pas non plus très conseillé. Et donc, du coup, ça commence à devenir leur activité principale. Leur activité de chasseur-cueilleur, c'est de cambrioler des maisons quelque part dans cette zone qui est abandonnée. Et effectivement, ça va redéfinir tout leur espace. Et même toute leur quête, tout leur enjeu, ils commencent à vraiment classer ce qui est leur trouvaille, des bibliothèques, de l'essence pour leur groupe électrogène pour avoir un petit peu d'électricité parce qu'ils ont trouvé un groupe électrogène. Et donc en fait, on entre dans un truc post-apocalyptique où on se sert de la technologie dont on peut encore se servir, mais qui devient vraiment moins prioritaire. Et de l'autre côté, il y a cette quête juste de survie. Et en plus, grâce à un téléphone satellite, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent publier des nouvelles de leur zone contaminée, de leur zone de survie nucléarisée. Et en fait, ça aussi, ça devient un objectif capital. Et on le comprend assez vite qu'en fait, c'est même presque le moteur qui les tient. C'est qu'en fait, ils se rendent compte que ils l'ont pas prévu, ça, mais en fait, ils se rendent compte parce qu'ils sont quand même très tacticiens, intelligents. Voilà, c'est un peu des profils. C'est une communauté, je voulais pas la calquer. Je pense que les gens qui connaissent bien l'affaire Tarna, qui connaissent bien ces communautés, vont trouver plein de points communs, mais je voulais vraiment partir de personnalités que j'ai croisées dans ma vie et composer quelque chose qui était possible plutôt que de vouloir absolument en reproduire une autre. Voilà, donc il y a des universitaires, il y a une chamane, il y a un black bloc qui est un mec et une black bloc qui est une fille. Il y en a d'autres qui sont là par hasard juste parce que c'était des oiseaux blessés qui ont été recueillis et qui se reconstruisent et qui ont leur rôle à l'intérieur. Et en fait, c'est, comme tu disais, très hétérogène. Et du coup, ça nous permet de pouvoir s'identifier aussi à des gens différents. On se dit, ah, mais tiens, moi, peut-être que je réagirais plus comme lui ou comme elle. Voilà. Et puis, on découvre au fur et à mesure qu'il y a aussi quelques personnalités un peu plus dangereuses. Hein. Mais bon, on va pas tout dévoiler non plus. Et ce qui contraste en fait avec cette dynamique dans laquelle finalement chacun retrouve du pouvoir sur son espace spatial ou les connexions avec le monde extérieur, c'est le temps. Dans la dimension du temps, il y a vraiment un avant et un après, en tout cas à ma lecture. Hein. Donc tu as une narration très linéaire, hein. Vraiment les choses se passent les unes après les autres. Hein. Mais par contre, là, on a une structure de chapitres relativement régulière et avec un temps qu'on lit bien, on comprend bien la dimension, ce que Jack attend, ce que les autres vont lui donner en fonction d'un nombre de jours, on peut presque les compter. Et puis à partir de la catastrophe, en fait, ça devient de plus en plus flou et ce temps en fait se compresse, les chapitres deviennent plus courts, plus longs, et du coup là, par contre, il y a une vraie perte en fait qu'on ressent à la lecture de Terre sur le mode temporel. Oui, parce qu'en fait, tout d'un coup, tous nos repères dans une journée classique, l'heure des repas, notre connexion au monde, si on est sur, j'en sais rien, les réseaux sociaux, son portable, tout un rythme d'un monde qui va au même, au même rythme, même, j'en sais rien, des journaux télévisés, des radios, plein de choses des magasins qui ouvrent et qui ferment à une certaine heure, tout ça a disparu, donc on se retrouve contraint de réinventer tout son monde. Donc c'est aussi ce qui leur arrive, c'est-à-dire que si par exemple ils ont une pénurie tout d'un coup d'eau, ce qui leur arrive plusieurs fois, ou de nourriture, on s'arrête pas à 20h parce que les magasins sont fermés. Non, au contraire, en plus comme après des militaires arrivent, sont envoyés sur la presqu'île pour évacuer les derniers récalcitrants, du coup ils peuvent plus sortir aux mêmes heures, enfin même leur liberté diminue à un moment donné. Et du coup, on se rend compte que on est vraiment. Les événements ultra locaux finalement deviennent la norme et c'est ça qui compose le nouveau monde. C'est plus, on se sent moins en tout cas, je trouve, dans une situation comme ça, relié à une société ultra connectée, quoi. On sent qu'ils ont des nouvelles de l'extérieur par différents moyens qui leur arrivent, mais on sent que c'est vraiment leur survie à eux qui prime, du coup. Sur le style, tu as un style ici, en tout cas, très
très sec, très direct. C'est par rapport, tu penses, à ta manière d'écrire, c'est par rapport au fait que tu sois journaliste et que tu cherches on va dire les mots les moins flous possibles. Est-ce que c'est plus par rapport au narrateur, hein, donc Je qui est pense dans que c'est l'action? ça, exactement. Je Mm. pense que c'est. Bah, alors, évidemment, comment dire, moi, mon propre parcours influe sur la façon dont j'ai écrit, mais je pense que c'est plus le personnage principal qui guide ça, Jack, donc inspiré de Mark Kennedy, donc à peu près 45 ans au moment où il infiltre. Et mon personnage, comme Mark Kennedy, venait d'un service plus prestigieux, des stupes, où vraiment c'était de l'infiltration, il faisait tomber des dealers, ce qui dans la police est vraiment très prestigieux, dangereux, etc. C'est un truc où les valeurs virilistes sont mises en avant, et du coup, évidemment, lui en tant que policier, il était fier de ça. Et tout d'un coup, il se retrouve à aller surveiller, à aller infiltrer cette communauté d'anarcho-écolos. Et pour lui, non seulement c'est dévalorisant, mais en plus, il les comprend pas vraiment. Il les prend, comme tu disais, pour des ados attardés, et on va découvrir qu'ils sont plus intéressants que ça. Au début, il a accès aux clichés un peu qu'il peut avoir sur eux, et que je pense plein de gens ont d'ailleurs, en mode, bon bah voilà, vous êtes bien gentil à nous dire comment faut vivre ou pas vivre, qui vous êtes pour penser ça, c'est vraiment quand le genre de premier réflexe que des gens qui sont pas intéressés par ces sujets peuvent avoir. Et lui, il est forcé d'y être intéressé parce qu'on l'envoie là-bas. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je trouvais intéressant, déjà parce que moi-même j'avais fait une infiltration Mm. où je changeais d'identité. Et donc je m'étais rendu compte de tout ce que ça impliquait. L'espèce de schizophrénie dans laquelle on bascule, le côté mal à l'aise parce qu'on commence à créer des liens d'amitié, mais on n'a pas dit vraiment qui on était. Heureusement, moi ça a duré qu'un mois et demi. Mais là, quand je voyais les procès qu'il y avait eu au Royaume-Uni, que ça avait duré 7 ans, qu'il y avait eu des histoires d'amour pendant 4 ans, certains policiers qui avaient eu des enfants avec des gens qui surveillaient, c'était Oui. vraiment digne de l'URSS ou plutôt de l'Allemagne de l'Est avant que le mur tombe, c'est-à-dire la Stasi, quoi. Vraiment, on était dans, on était dans quelque chose d'irréel, et pourtant, voilà, c'est chez nous, quand je dis chez nous, c'est dans l'Europe occidentale. Alors maintenant, le Royaume-Uni est plus dans l'Union Européenne, mais voilà, c'est vraiment, ça aurait pu être en France, quoi. Et du coup, je trouvais ça assez. D'ailleurs, ils rayonnaient jusqu'en France. C'était des policiers qui avaient un rayonnement européen. Ce Mark Kennedy, en plus, a contribué au déclenchement de l'affaire Tarnac. Il y a un super documentaire sur France Culture qui s'appelle L'espion qui m'aimait, qui lui est consacré. Et il y a quelqu'un de l'affaire Tarnac, Mathieu, qui parle de ça, qui explique justement comment il a joué un rôle dans le déclenchement et dans l'alerte que les services ont eu sur l'ultra-gauche. Et en fait, on s'aperçoit que ces policiers ne comprennent pas du tout ça, ces nouveaux groupes, ces nouveaux modes d'organisation, ces jeunes qui ont un bagage souvent universitaire ou en tout cas qui sont extrêmement comment dire, pointus sur des sujets, quel que soit leur bagage, ou qu'ils aient un bagage universitaire ou pas. Et ça a été génial pour moi, parce que je me disais, voilà, une espèce de profil un peu qu'on pourrait, bon c'est un peu cliché de dire ça, mais quand on peut trouver dans certaines zones, on va dire, et des zones à défendre, voilà, ça peut devenir une raison de rester dans une zone qu'on doit évacuer. Et donc voilà, ils avaient un peu ce profil Ouais. néo-zadiste, on pourrait dire. Et Oui, d'un autre côté, même si les ZAD enfin, on a une vision extérieure de monobloc, alors qu'à l'intérieur, c'est ouais, voilà, souvent des partitions. exactement. Ouais, et puis en plus, une ZAD à Notre-Dame-des-Landes n'a rien à voir avec une ZAD à Bure, par exemple. Donc, elles ont une histoire, elles ont des militants différents, elles ont des modes d'organisation et de lutte différents. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était que c'est des gens qui, par ailleurs, souvent peuvent avoir des obsessions sur des sujets, mais en plus peuvent vraiment être surinformés sur des sujets. Et pour une catastrophe nucléaire, ça permet avec eux d'avoir des gens qui finalement savent très bien ce qui se passe parce qu'aussi il y a aussi un peu des apocalyptologues Ouais. dans ces milieux-là aussi, donc ils peuvent se préparer à ce genre de scénario, et ça je trouvais ça très intéressant de mettre une telle communauté, des tels personnages en situation, parce que du coup, alors que finalement lui, le personnage principal, il est assez, comment dire, néophyte et ignare sur ces sujets-là. Le Oui. nucléaire, il trouve que c'est cool, juste parce que tout le monde trouve que c'est cool, qu'il se dit que c'est l'indépendance énergétique parce qu'il a toujours entendu ça, et il se dit aussi que voilà, Et on les voit bien chercher des renseignements parce que finalement il reste beaucoup de doutes, beaucoup de flou. On sait pas, on sait comment l'usine nucléaire a pris feu,
mais on ne sait pas qu'est-ce qui brûle, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est exactement la Hague telle qu'elle est aujourd'hui, où on a quand même l'impression que tu as mis des choses pour pouvoir continuer en fait à ce qu'on ne soit pas complètement sûr. Justement, et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans cette idée de préparation. On peut toujours se préparer, mais quand la catastrophe arrive, en fait, c'est bien la réactivité, le fait de pouvoir s'adapter dans un contexte d'incertitude très très forte. Parce que tout ce qu'on pensait comme acquis, tout d'un coup, la certitude est levée et il faut le revérifier. Et du coup, on va peut-être prendre des précautions qui sont pas adaptées, mais parce qu'on ne sait pas. Et du coup, on va aller un peu plus loin, ou on va faire avec ce qu'on a. Et là, il y a bien cette modalité où on les voit apprendre au fur et à mesure, à comparer, à se rendre compte que bon, voilà, il y a des choses qui durent, des choses qui ne durent pas, et des choses comme ça. Je voulais revenir à ton expérience personnelle d'infiltration et à ce que tu as mis en fait de ça dans le livre, puisque dans le livre ça se passe mal, hein, cette infiltration. C'est pour ça que je disais que c'est un roman de rédemption dans le sens où ça pas le perturbe, il fait même une crise mystique, enfin et du coup il s'invente un double. Du coup, il y a bien cet effet de dissociation dont tu parlais en fait sur quand on est infiltré, on ne sait plus qui on est. Et du coup, est-ce que ce double, c'est soi-même? Est-ce qu'on est plus celui l'univers qu'on tisse? Est-ce qu'on reste au fond de soi? Comment est-ce qu'on crée une, une morale, une nouvelle morale en fait, qui peut jouer sur les trois plans en fait, de qui on était, de qui on est maintenant et de qui on sera après, pour pas, pour obtenir ces informations, pour vivre ce que les autres vivent, c'est ce que tu faisais, ou pour obtenir des informations tout simplement dans le cas de Jack, hein, sans pour autant en fait détruire ce qu'on observe. Le problème, c'est que, alors, il y a plusieurs points dans ce que tu soulèves, mais disons que moi, ce qui m'a intéressé dans ce profil-là, je suis parti d'un truc, c'est que on a découvert, du coup, quand le scandale avec Mark Kennedy a explosé, on a su qui c'était, qu'on a découvert son unité secrète, et ensuite d'autres agents infiltrés qui ont été débusqués dans différents milieux, on s'est rendu compte que la plupart de ces agents qui étaient infiltrés depuis des années avaient ce qu'on appelait des troubles dissociatifs. Euh, les troubles dissociatifs, c'est à force d'avoir, eux ils appelaient ça une vie, ils inventaient une vie. Donc inventer une vie, c'était avec leur hiérarchie décider d'avoir tel passé militant par exemple, et ils commençaient à traîner après dans les bons réseaux, et puis ils racontaient la même histoire à tout le monde, et grâce à cette histoire, c'était leur passé quoi. Parce que c'est un milieu qui marche beaucoup, enfin, ils infiltraient plusieurs milieux, mais dans les milieux, on va dire underground, quels qu'ils soient, ça marche à qui tu connais. Il y a des effets de réputation. Ouais, voilà, des effets exactement de réputation, qui quelque part te parraine, même si c'est jamais dit comme ça. Et du coup, le problème, c'est que en fait, du coup, ils mélangeaient des souvenirs, des vrais et des faux souvenirs, ils mélangeaient leur identité, leur vraie identité et une fausse identité, et ils mélangeaient aussi leurs valeurs, plein de choses. Et donc en fait, quand ça dure sur des années, l'effet que ça a eu sur eux, c'est que ces agents, en fonction en plus des rencontres qu'ils faisaient, beaucoup basculaient déjà. C'est-à-dire que beaucoup ne voulaient plus être policiers, même s'ils étaient encore liés par leur contrat, par un salaire, par plein de choses, et puis par un secret, puisque le secret est terrible, inavouable. D'ailleurs, c'est pour ça que personne n'avait jamais avoué dans son milieu infiltré ce qu'il était, même alors beaucoup avaient changé. Et c'était d'ailleurs la défense de Mark Kennedy, c'était de dire à la femme avec qui il était à ce moment-là, qui se sentait trahi, mais en fait, j'étais vraiment moi et j'étais plus policier à la fin. Sauf que c'était invérifiable, et que en plus, ça ne changeait rien à l'immensité de la trahison, du fait que la rencontre n'était pas fortuite, que les intentions pendant tout ce temps étaient doubles, voilà. Tout ça, il y a un sentiment de viol à plusieurs niveaux. Alors physique quand il y a eu des relations, mais même ne serait-ce que l'esprit, et parce souvent ces agents rentraient par l'empathie, par les émotions, ils connaissaient les failles des gens qui visaient, et ils s'inventaient des vies qui pouvaient avoir des failles similaires, comme le fait d'ailleurs Jack avec ses parents il invente qui sont morts pour créer de l'empathie. Finalement créer de l'empathie et séduire comme ça Lara. Et en fait on se rend compte que il le fait pas consciemment d'une façon machiavélique, il le fait beaucoup à l'instinct. Et ils étaient beaucoup comme ça à se débrouiller à l'instinct. Puis en fait, ils sont lâchés dans la nature en vrai. C'est-à-dire que
ils envoient des infos de temps en temps, ils envoient qu'il y a telle manif, tel projet un peu secret, mais bon, jamais très grave, un peu à l'avance. Donc grâce à eux, voilà, la police est très bien informée, mais en même temps, souvent, elle est aussi mal informée, parce qu'on s'est aperçu que certains participaient à créer les projets qu'ils dénonçaient, que d'autres en inventaient, donc on est face à une information extrêmement peu fiable. Et en plus, l'effet que ça a sur ces personnes, c'est de détruire une partie de leur identité. Donc à la fin, il y a un gros mélange, etc. Et donc je trouvais que c'était très intéressant pour une fiction. Parce qu'en fait, moi je l'avais expérimenté à ma toute petite échelle dans l'abattoir. À la fin, au bout d'un mois et demi, j'étais vraiment mal à l'aise avec les gens dont j'étais proche, avec les gens qui m'avaient invité chez eux. Heureusement, je les ai prévenus avant la sortie du livre. Et puis après, on a pu rester en contact et ils se sont pas sentis trahis par le livre. Et c'est ce qui m'a le plus soulagé. Mais j'ai déjà pu sentir, déjà rien qu'à ma toute petite échelle, cette espèce de sentiment qui n'est pas un sentiment, l'effet que cette trahison, parce que c'est une trahison, on avance avec des intentions cachées, c'est donc une trahison. Et alors que moi, pour un propos journalistique avec comment dire, un but d'intérêt général qui est aussi reconnu par la loi comme d'intérêt général, malgré ça, il reste une trahison humaine. Voilà, Oui. il faut être honnête. Et donc du coup, ça, moi, c'était le truc qui m'angoissait le plus, qui me pesait à la fin, etc. Et je pense que cette culpabilité-là, quand on commence à être en couple avec quelqu'un, quand on commence à avoir des amis, Mark Kennedy, il a fait ses 40 ans, ils ont fait un concert géant, où genre, ils étaient trois, il y avait des centaines d'amis, il était devenu une figure du mouvement qu'il infiltrait, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, c'était visiblement quelqu'un de très sociable, de sympa, qui s'intégrait facilement où il était, et puis il avait trouvé une famille, il avait trouvé des choses peut-être qu'il n'avait pas trouvé dans sa vie précédente, ni professionnelle, ni affective, parce qu'il avait aussi une femme et des enfants à côté. Ouais. Donc en fait, tout ça, pour de la fiction, c'est des enjeux qui sont bibliques presque et Oui, qui sont géniaux, quoi. il touche à quand tu as des traits qui sont les plus humains en fait. La confiance, l'amour, et du coup, en les travestissant, Il disait ça Kennedy après, parce il a été aussi interviewé après les scandales, et lui il disait, voilà, quand j'infiltrais les dealers, le seul truc qui importait c'était la qualité du produit. C'est-à-dire que pour pénétrer des gros réseaux, il faut connaître, non seulement avoir un bon produit, et en fonction de ça, on est jugé dans le milieu. Là, quand il était arrivé dans les milieux anarchistes, c'était des gens qui voulaient être ton ami, qui voulaient te connaître, mais c'était donc, la ruse, c'était par les sentiments, c'était par les émotions. Et ça a fait quelque chose d'absolument, comment dire, dantesque, quoi, en conséquence, et pour les gens qui sont infiltrés, et pour les agents eux-mêmes. Et bon, peut-être pour une dernière question sur revenir plus au cœur au contexte du livre, le camping de la Pierre Jaune, il existe, c'est un... On peut prendre un abonnement, il y a des bungalows et des... Ouais, il existe, mais alors il n'est pas du tout occupé par une communauté anarchisante. Non, c'est en fait, c'est un coin... bon, déjà, la Pierre Jaune, c'est l'un des derniers coins dans la presqu'île, et en tout cas de Saint-Gildas-de-Ruisse, là où ça se passe, qui est vraiment sauvage. C'est-à-dire où personne n'a pu construire sur le front de mer, où il y a des pinèdes, il y a des champs de ronces, et il y a cette fameuse Pierre Jaune, qui est un repère qu'on voit depuis la mer, que certains marins utilisent comme amer, comme point d'amer, des marins de Watts, parce qu'elle est toute petite, hein, elle est moins grande qu'un être humain, mais elle est très jaune. Elle a une mousse jaune bien particulière. Comme un canapé. Un peu comme ça, ouais. Plus foncé quand même. Mais quand même un jaune vif. Et du coup, c'était le lieu. Moi je voulais que ça se passe à Saint-Gilles-là, et ça c'était un lieu où il y avait ce camping, et où je trouvais que c'était un bon endroit pour que ma communauté vive, justement. Parce que justement, ils avaient cette forêt, ils avaient ce coin qui est un peu, comment dire, préservé par rapport au reste, qui a été beaucoup construit. Il y a beaucoup de résidences secondaires, il y en a 75%, c'est énorme. C'est vraiment à moitié une maison de retraite à ciel ouvert, et un coin de maison de secondaire pour gens qui ont de l'argent, qui viennent de Paris, de Nantes, de Rennes. Et du coup, c'est aussi évidemment un clin d'œil à l'uranium, la Pierre Jaune. Et donc, comme c'est un lieu qui existe, que je connais par cœur, où j'allais quand j'étais ado faire des feux, passer mes nuits sur les plages, nous balader dans la Pinède, pour l'imaginaire c'était facile, j'avais juste à puiser dans mes souvenirs.
Et aussi le camping, voilà, j'avais des amis qui avaient un bungalow là-dedans, et en fait, du coup, je me suis dit que c'était un coin assez idéal, et puis j'aimais bien, ça faisait un bon titre. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. En tout cas, bah, on te souhaite beaucoup de succès Merci, c'est pour la sympa. pierre jaune. Merci à toi. Merci.